C'est à toi, Raphaël. Donc, je te laisse la parole et puis voilà, tu peux y aller. Merci. Il faut les deux. Si possible. Et donc, il y aura une traduction pour nos collègues, surtout en Europe et en Palestine. Donc, il y aura une traductrice qui va être avec nous. On attendra un traducteur professionnel qui va arriver. Je te laisse, Rodin, le micro. Je parle anglais, mais mon anglais n'est pas vraiment parfait. I can help you to translate from French to English or Arabic to English or otherwise the three languages. But my English is not perfect, and I prefer to say it Thank you. at first, and I apologize for this. Alors, nous avons un programme pour ces 2 jours. La première partie que je vais aborder maintenant, c'est la notion du damage control. Car le but essentiel, bien évidemment, c'est de sauver le maximum de personnes. Et c'est introduit déjà à peu près maintenant depuis une quinzaine d'années ce concept de damage control. Damage control médical, de réanimation ou chirurgical, bien évidemment. On va aborder ce concept de damage control. Je vais aussi introduire avec vous le schéma opératoire sur le plan cognitif. En tant que médecin, bien évidemment, quand nous sommes face à un malade et que nous avons du temps, nous avons l'habitude de l'interroger, de lui demander en même temps quels sont les symptômes qui l'ont amené à venir consulter. Et à partir de là, on appelle ça le raisonnement hypothético-déductif, c'est-à-dire qu'on émet des hypothèses diagnostiques et on va utiliser les examens biologiques ou l'imagerie pour essayer de trouver le bon diagnostic. Mais ça demande d'avoir du temps. Et ça demande en même temps que le malade ne soit pas dans une situation où son pronostic vital est en jeu. Si on passe dans une situation qui est la situation d'urgence, où le pronostic vital, c'est-à-dire le malade, est dans une situation où il va mourir, alors bien évidemment, on ne peut pas passer avec ce raisonnement hypothético-déductif. On ne va pas commencer à faire un examen, interroger le malade pour essayer de savoir qu'est-ce qui explique sa situation. On passe dans un autre raisonnement. Pas de raisonnement, plutôt, on va passer dans ce qu'on appelle le vital action, c'est-à-dire on va appliquer des protocoles, d'algorithmes qui vont avoir pour effet stabiliser le malade pour éviter que le processus traumatique puisse s'arrêter et ne puisse pas évoluer vers la mort du malade. Une fois qu'on l'aura stabilisé, le malade, à ce moment-là, on pourra revenir sur le malade pour l'examiner, d'accord, et mettre en place les traitements adaptés à sa situation. L'urgence nous fait changer complètement, d'accord, de raisonnement. On est dans l'action et après on réfléchit. Vous comprenez ça? Pour les urgentistes, bien évidemment, ça parle. Pour le médecin, le chirurgien orthopédiste, ça parle. Pour ceux qui ont les anesthésistes, ça parle. Bien évidemment, l'urgence nécessite d'abord la mise en place d'un protocole qui vise à stabiliser. Après, on réfléchit. D'accord? Ce raisonnement-là est basé sur le concept de damage control. Contrôler les lésions, contrôler les dommages. Contrôler d'abord les dommages. Et après, on réfléchit. Après, on traite. C'est clair? Alors, ça veut dire que vous devez, dans votre esprit, changer votre manière de penser. La plupart du temps, des médecins, quand ils sont face à une situation d'urgence, veulent comprendre pourquoi il y a une situation d'urgence. Alors que dans un premier temps, il faut faire face à l'urgence et après, on réfléchit pour ne pas perdre de temps.
It's clear? Yes. You translate. In summary, just to sum up, Professor Kuti is saying first of all that he's talking about first about the notion that you may control, which is damage control. This notion is very different of what you exercise normally in your different specialties as doctors. And this notion is about change your way of thinking as you do normally every day. And it consists on changing this reasoning. So your reasoning will be different in the way that you will have to think first about emergency, about the time T, the moment where you see the patient, what are the damages, and to see what are all these damages, and to prioritize the damages, to make, this is the protocol, to stabilize first the patient in function of these damages, and then think about your treatment later. So this is the notion, to sum up. Oui, c'est très bien. Merci. Très, très bien. Donc, nous voyons que nous sommes amenés à changer de manière d'agir dans une situation d'urgence. Alors, bien évidemment, j'ai expliqué le concept de damage control, c'est-à-dire de stabilisation des lésions avant d'envisager le traitement. Damage control. Alors, pourquoi cela? D'abord parce que toutes les situations de guerre, toutes les situations de catastrophe, 50% des victimes meurent dans la première heure sur le terrain d'asphyxie ou d'hémorragie. 50% meurent d'asphyxie ou d'hémorragie dans la première heure, et cette heure-là, on l'appelle the golden hour, c'est-à-dire l'heure d'or où on peut réussir à sauver des personnes si on a la chance d'être là. Et c'est vraiment très important, de ce fait, de former les secouristes, parce que ce sont souvent les secouristes qui sont les premiers sur le terrain, pour pouvoir stabiliser une asphyxie ou éventuellement arrêter une hémorragie extériorisée. Ce sont des gestes simples, et si on veut aller plus loin que les secouristes, qui peut donc arrêter une hémorragie et qui peut donc éventuellement empêcher une asphyxie s'il n'y a pas les secouristes et s'il n'y a pas les médecins? Qui peut donc, d'accord, dans une situation de catastrophe, dans un bombardement, qui peut donc faire ces gestes simples pour empêcher une hémorragie extériorisée ou une asphyxie? Qui? Les témoins, la famille qui est là, bien évidemment. Ceux qui sont à côté, qui ont participé, il y a eu la catastrophe, etc., ils s'en sortent. C'est à eux de faire ces premiers gestes pour arrêter cette hémorragie. Si nous voulions si on a cet esprit-là, ça veut dire que ces gestes de secourisme, qu'on appelle les gestes qui sauvent, d'accord, doivent être enseignés à toute la population. Si on a la volonté de sauver, avant que les secours n'arrivent, le témoin, la famille, les amis, le combattant qui est avec son camarade peuvent arrêter une hémorragie par un garrot, par une compression, ou le mettre en position, libérer ses voies aériennes, dégager ses voies respiratoires, le mettre en position demi-assise, etc., etc. Ces gestes simples qui sont des gestes de secourisme, alors il faudrait former l'ensemble de la population pour réussir cela. D'accord ? Ce qui amène au fait que le contrôle des dommages commence sur le terrain. Si bien que dans l'organisation générale
des secours dans une situation de guerre, vous avez 4 niveaux de soutien sanitaire. 4 niveaux de soutien sanitaire. Premier niveau, le ramassage sur le terrain. Stabilisation des lésions qui sont visibles. Arrêt d'une hémorragie, arrêt d'une asphyxie, mise en position, etc. Premier niveau, le ramassage. Deuxième niveau, la structure médico-chirurgicale de stabilisation. On ne traite pas les lésions, on stabilise les lésions. C'est le niveau 2. Les secouristes ramassent, ramènent à un hôpital, le premier hôpital est le plus proche, qui lui va stabiliser là où il y a des gestes de réanimation, voilà, ou des gestes de chirurgie, et on appelle ça le damage control chirurgical, qui n'a pas pour but de traiter les lésions, mais qui a pour but éventuellement de stabiliser les lésions. Arrêter une hémorragie, ouvrir le ventre, arrêter une hémorragie en mettant des pinces, des clans, etc. Une artère qui est perforée, arrêter cette hémorragie, mettre un bout de tube entre 2 artères pour assurer la conduction, etc. Là, ce sont des gestes simples et il se peut même, si l'anesthésiste a endormi, on a ouvert le ventre, on a ouvert le thorax, on ne réveille pas le malade. On va arrêter les lésions qui sont évolutives et on transfère le malade vers un autre niveau, le niveau 3, où là, on commence le traitement. Le malade est en réanimation, le chirurgien va reprendre le malade pour traiter les lésions, etc. Il mettra en place des prothèses vasculaires, etc. Il fera toute la chirurgie. Le chirurgien orthopédique verra s'il faut enclouer ou pas enclouer, etc. Alors que le premier a mis des fixateurs externes juste pour stabiliser. Il a juste aligné la fracture du membre, et hop, il a fait un parage simple, et hop, il envoie vers l'arrière. Okay. 3e niveau, on traite. 4e niveau, c'est la réhabilitation. C'est-à-dire que celui qui a été amputé, il faudra lui mettre des prothèses. Celui qui a un problème respiratoire, il aura les kinés pour l'aide respiratoire, etc. Et sur le plan psychiatrique, s'il y a un psychotraumatisme, il regarde les psychiatres, d'accord, pour la prise en charge psychiatrique. On est dans la phase de réhabilitation. Le concept, d'accord, dans ces situations, se situe à 4 niveaux. Ça, c'est quand on a la possibilité d'avoir 4 niveaux. Mais quand vous êtes à Gaza, où sont les 4 niveaux? L'hôpital d'accueil, c'est au même temps l'hôpital de traitement. Mais seulement, il va travailler en 2 temps. Premier temps, afflux, stabilisation, et on met de côté, sous surveillance médicale. Quand les afflux sont terminés, on reprend les malades les uns après les autres, selon le triage chirurgical ou le triage de réanimation. Le triage, c'est à quel niveau? Tout de suite ou une fois arrivé à l'hôpital? Alors, le triage se fait sur le terrain, bien évidemment, en fonction de la gravité des patients, on en parlera, et il se fait à l'arrivée à l'hôpital, en vue justement de classifier entre ces patients qui peuvent attendre de ceux qui ne peuvent pas attendre, de ceux qu'il faut opérer, de ceux qu'on ne peut pas opérer, etc. Il y a le triage, d'accord, et il y a en même temps le triage chirurgical. Le chirurgien triera entre ceux qu'il doit opérer immédiatement de ceux qui peuvent attendre. Souvent, l'orthopédie va attendre par rapport au viscéral ou au thoracique. Souvent, c'est la situation. Sauf s'il y a un problème vasculaire, la chirurgie vasculaire traumatique est souvent une urgence. Elle est une urgence. Bien évidemment, sinon on est bon pour amputer. On va laisser. Oui. Le mieux, vous m'arrêtez parce que comme ça vous fait. Oui, oui, faites-le. On le fait cool, on le fait entre nous. Professor Piquet is talking about
same notion, which is damage control, and he's explaining the details of this rezoning of damage control. And he says first that in the situation of war, 50% of victims die, most of them of asphyxia or hemorrhagia. And he called this moment the golden hour. The first hour is called the golden hour, when something should be done anyway, but something should be done to stabilize the person. And it's a question about simple behaviors, and that everybody can have. Normally, our population can be shown these behaviors, can be educated to population. So the first person coming to the place where the problem is had to do something, first aid, to help the patient to sit, for example, to breathe better, or to be sure that airways are Hemorrhagie. free. Oui. Are free. And he explained later the 4 levels of this rezoning. At first, when you're in presence of these kind of patients, the first thing to do is to pick up these patients. So to pick up them with the best conditions, of course, that you know, to stabilize this patient. In the second time, with stopping hemorrhagia, if there's any hemorrhagia, but the most important is to stabilize him. Then to take him to a medical structure to continue this stabilization. The nearest medical structure to continue the stabilization, the nearest hospital, and to reason about the biggest emergencies, I'll try to. So the surgical ones, for sure, and to control the first damages. So the vascular ones, the cardiologic ones, I suppose, and then the traumatologics. And then in a third level, begin to treat and reason, as you doctors know to reason, by continuing this control, continuing surgery, for example, to call other surgeons, specialists, to see how to treat this patient as you do. Then the fourth level is rehabilitation and physiotherapy, I think, to help these people who are with big injuries in their members, to help them to walk, to have their function when they're really stabilized. J'ai oublié une notion? Oui, très bien. Très, très bien. Alors, on comprend très bien que si on est dans une situation comme c'était le cas en Afghanistan, par exemple, comme c'était le cas en Syrie, bien évidemment, la situation était telle que les hôpitaux étaient au même temps les hôpitaux de niveau 2 et au même temps les hôpitaux de niveau 3. L'erreur, c'est que justement les chirurgiens, en particulier, ou les réanimateurs ne sont pas préparés à ces chirurgies de guerre et veulent au même temps faire de la chirurgie thérapeutique, c'est-à-dire à réparer des intestins, etc. Là où souvent on fait simplement un grand lavage, on met deux points sur l'intestin, on fait un grand lavage, on met des drains et on ne ferme pas, on transfère. Pourquoi c'est une erreur de vouloir faire ça? Alors, parce qu'il y a des afflux et que vous êtes sur un patient qui était grave, vous êtes en train de l'opérer, vous prenez du temps pour mettre en place des fixateurs externes et à ce moment-là, vous voyez arriver une nouvelle vague de blessés dont certains sont plus graves que celui que vous avez et le bloc, il n'est pas utilisable parce que le chirurgien, il est en train de faire sa chirurgie. Et c'est souvent ce que j'ai vu en Syrie. C'est-à-dire qu'on avait des malades qui étaient en train de mourir parce que le bloc opératoire était pris et qu'on ne pouvait plus du même coup l'occuper. Ce qui nécessite au fond des gestes extrêmement simples dans les premiers temps pour stabiliser, surveiller, attendre.
de voir un peu si ça se calme et si on peut reprendre. Ou si on peut évacuer d'autres structures. Et ça, c'est vraiment très important. Qu'il y ait un superviseur, d'accord? Et ça, c'est vraiment très important. Qu'il y ait un superviseur dans la structure capable de dire tu fais pas, tu attends. Car si chacun de nous, le chirurgien, le réanimateur, les urgentistes, se mettent à travailler, d'accord, sans se préoccuper de la suite, sans se préoccuper s'il y a suffisamment de matériel à la pharmacie, sans se préoccuper s'il y a suffisamment de kétamine, s'il y a suffisamment de morphine, s'il y a suffisamment d'antibiotiques, sans se préoccuper, alors on est dans quelque chose comme un orchestre où chaque groupe de musiciens joue sa musique tout seul, sans se préoccuper de l'harmonie générale. Et c'est la catastrophe. C'est une situation de catastrophe. Le chaos est à l'intérieur même de l'hôpital. Et sachez que ça arrive souvent. Pourquoi? Parce que le stress que subissent les soignants dans la situation de guerre, avec le risque au même temps de bombardement, fait que chacun va se mettre dans son coin pour faire ses actes qui le rassurent, lui, dans ce qu'il fait. Et c'est une forme de fuite. C'est une forme de fuite. D'où la nécessité qu'il y ait justement quelqu'un qui assure la coordination générale entre les équipes qui travaillent, les équipes qui se reposent, les équipes, etc., qu'ils voient le ravitaillement qui vient de la pharmacie pour continuer à prévisionner, etc. Il faut quelqu'un qui soit le chef d'orchestre du système. Sinon, c'est le chaos. Et à un moment donné, quand je me suis retrouvé en Syrie, à Bab el-Awa, nous avions été bombardés. Il y avait à côté un camp de réfugiés et les blessés ont juste eu à traverser, amenés à traverser la rue pour venir à l'intérieur de l'hôpital. C'était une grande salle comme ça, d'afflux. Les gens amenaient leurs victimes par terre, comme on voit sur les photos, par terre, d'accord? Et on m'a appelé, bien évidemment, pour aller les aider. Et quand j'ai vu ça, j'étais là-bas pour former. Alors, ce que j'ai fait, j'ai filmé. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai toujours utilisé ce film pour montrer comment les personnels soignants fuyaient une situation. Comme ça, on voit un chirurgien avec le bras d'un enfant qui crie, qui pleure, et le chirurgien, au lieu d'être au bloc opératoire, il est avec le bras de l'enfant et il crie qu'on lui apporte un pansement. Ça l'occupait. Un infirmier avait en charge un enfant qui avait été intubé, d'accord? L'enfant était mort, mais il avait été intubé. L'infirmier continuait à le ventiler en regardant autour ce qui se passait. Il fait quelque chose. Il fait quelque chose. Et le besoin, c'est de faire quelque chose pour ne pas avoir à rentrer dans l'action. Je me retire et je me mets à faire quelque chose. Ils étaient deux à masser quelqu'un qui était mort, alors qu'en médecine de guerre ou en médecine de catastrophe, un mort est mort. C'est pas la peine. D'accord? On ne réanime pas un mort. D'accord? C'est clair. Ils étaient deux, et avec un chirurgien syrien qui venait d'Angleterre, qui était là en mission, ils massaient. D'accord? Ils ont même été jusqu'à défibriller, et le patient n'était même pas sous scope. Le scope était derrière eux, mais personne n'avait mis le scope pour savoir quel était le tracé. D'accord? Et ça, c'est vraiment symptomatique du stress qui peut vous prendre s'il n'y a pas une organisation générale qui détermine le poste de chacun. Et quand on vous donne un poste, vous restez à votre poste. Parce que l'idée, c'est souvent, allez, je vais un peu à droite, je vais un peu à gauche, etc. Chacun a sa place. Chacun a sa place et reste à sa place et prend en charge les blessés qui lui sont confiés. Le trieur est au triage.
Celui qui est aux urgences absolues est aux urgences absolues. Celui qui est aux urgences relatives est aux urgences relatives. Chacun est à sa place et garde sa place. Qui désigne le chef d'orchestre? C'est l'hôpital, normalement. C'est l'hôpital, le chef des urgences, éventuellement, qui a l'habitude, c'est son service, avec les gens qu'on lui confie, et il détermine les postes, etc. Ce sera intéressant, quand vous irez dans les hôpitaux, à Gaza, que vous connaissiez l'organisation qui a été mise en place pour bien déterminer qui fait quoi. D'accord ? Autrement, vous allez vous sentir, au bout d'un moment, d'une journée comme celle-là, vous allez être complètement, non seulement stressé par ce que vous avez vu, mais aussi sur le plan personnel, sur le plan médical, parce que notre vocation, c'est de sauvegarder la vie. Et si vous vous rendez compte que vous êtes inefficace, d'accord, que globalement vous avez été inefficace, vous avez un sentiment de frustration qui est très profond. J'aurais pu faire mieux, et j'ai pas fait. J'aurais pu, et j'ai pas réussi. Et ça, c'est quelque chose contre lequel vous devez vous protéger. D'accord ? Vous devez vous protéger. Plus la situation est précaire, plus la situation est dégradée en termes de moyens, eh bien, c'est pas grave. Faites du secourisme même. Faites du secourisme. D'accord ? Sauvez ce qui peut être sauvé. Parce que vous devez accepter que ce soit cette situation-là auquel vous êtes confronté. Donc au moment d'une saturation par la plus des blessés, il faut vraiment aller vers les cas les plus légers plutôt pour les sauver et pour s'assurer un tout petit peu qu'on fait quelque chose. Absolument, vous avez raison. Et à un moment donné, c'est justement le responsable du secteur qui détermine le triage pour déterminer. C'était une expérience tout à fait en Afghanistan. D'accord ? L'hôpital, c'était celui qui recevait, comme en Syrie, il ne pouvait pas évacuer au même temps. Et du même coup, on entendait au même temps les explosions, d'accord ? Donc on savait que, puisque c'était le seul hôpital, que ça allait venir. Vous preniez là, alors il faut savoir laisser la nature faire les choses. Attendre. Ceux qui doivent mourir meurent. C'est dur, mais il faut le faire. Alors on abordera le problème de l'éthique. On abordera ça. D'accord ? On passe sur un autre niveau qu'on appelle la macroéthique. Sauver le plus grand nombre de ceux qu'on peut sauver. Professor Petit is talking about his experience in Afghanistan and saying that doctors are usually not prepared to situations of war and catastrophe. So they instinctively, they try to reason once more like they do every day. So they waste time to treat patients and keep reasoning normally as they do, and then patients are dying at the same time, and there are damages at the same time. So this is one more time the important notion of damage control. And for example, when patients are continuing to come to a hospital in difficult situations, operating room, for example, is already busy with a patient that have to be, for example, have to submit a surgery, a traumatologic surgery, for example, and the surgeon try to do his best to continue his operation, his surgery, to the last step. But the reasoning is normally to stabilize this patient, even if it's not completely done, and take another one to save him first, and then continue the treatment of the first one. So the idea is to stabilize, to oversee, and wait later. And to oversee, it have to be done under a supervisor, a coordinator with a coordination of a supervisor. This supervisor can be from the hospital and tell
every doctor, every person, every nurse, what is his task, and this person have to stay in his place, in his task, even if other things are behaviors, strange behaviors are of others, and don't pay attention of all what's going on around him. So to be just focused on his task. And he gave the example of an orchestra conductor, and in the meaning of that, in an orchestra, if any musician continue to play as he wants, there will not be a coordination, and it will be a catastrophe more than the difficult situation. Then he gave the second example of refugees in a camp in Syria. The camp was in front of the hospital, so the refugees have just to cross the road to come to the hospital. And once the hospital was bombarded, the camp was bombarded, and people had just to cross the road and come. So they came with a lot of people. They were all laying down, and they called him to come to coordinate the situation, and it was a real catastrophe. So what he did is to take his camera and to take these situations and to watch what everyone is doing. And there were things that are not logic at all. For example, a surgeon holding in his hand a child's arm and asking for a plaster. So he's reproducing the same reasoning that he's having in the operating room in a situation that is not at all, which is laying down with a lot of people coming. Another example is a nurse trying to ventilate a child that is already intubated, so it doesn't make sense. Another one is a dead person that is already dead, and someone making a heart massage on this person. So it's just about to control the stress, to try to control the situation, and to keep focused on everyone's task, even if you see that they are what you see are their priorities, but in reality it's not, because you're in situation of big stress, and it's very important to work in personal levels on this stress. Très bien. Est-ce que entre l'anglais et le français, tout le monde comprend? It's okay for you? Yes? Vous voulez un arabe? Oui, tu l'as? Ça va? C'est bon, comme ça c'est bien. Ah oui, d'accord. Pas l'habitude alors. Très bien. Alors, ce qui a amené à la réflexion, c'est que quand une structure est organisée, ah oui, c'est bien, venez avec moi. On va s'arrêter quelques instants sur la notion du damage control, du concept de damage control, sur le plan physiologique. Sur le plan physiologique. On s'est rendu compte que des malades en état d'asphyxie, polytraumatisés, qui avaient eu au même temps un état de choc hémorragique et qui associaient au même temps un traumatisme du thorax, avec des signes d'hypoxie. Ces patients avaient été ramenés jusqu'au niveau de l'hôpital de stabilisation. Ils avaient été parfaitement stabilisés. Ils avaient été intubés, bien évidemment, transférés pour la prise en charge en réanimation. A priori, les chirurgiens avaient opéré, etc. Le malade était stabilisé et transféré dans le service de réanimation. Ces malades mouraient 3 semaines après de réanimation dans un tableau
de défaillance multiviscérale. Pourquoi? Alors même qu'ils avaient été ramassés, vivants, amenés vivants à l'hôpital, stabilisés au niveau de l'hôpital, amenés dans le niveau 3 pour être en réanimation et être pris en charge, et pourtant, ces malades se dégradaient progressivement et finissaient par mourir dans un tableau de défaillance multiviscérale. Ça a amené, et c'est peut-être ça le plus important, à la réflexion sur le plan physiopathologique. Qu'est-ce qui explique justement ce processus évolutif de ces patients qui vont vers la mort par défaillance multiviscérale? Alors ça nous oblige, peut-être, et pour les anesthésistes réanimateurs en particulier, qui sont peut-être plus habitués à ces notions de physiologie, c'est d'arriver justement que nous réfléchissions ensemble à ce qui se passe au niveau, non pas de l'organisme, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule. D'accord? Alors ne m'en voulez pas, je vais faire quelque chose de... Well, Professor Pitti is trying to explain always the damage control. When you pick up some patients in difficult situations, in catastrophe situations, what you do is to, first of all, to pick them to the nearest hospital. J'entends... C'est normal? Ah, d'accord. To pick up the patients first to the nearest hospital to try to stabilize them as well as possible, to bring them to intensive care, and even with all this, all what you did, 3 weeks later, these patients are dead with multi-visceral failure situations. And to understand this, he proposed to explain what's happening on the human physiology in such situations. He, with you, try to understand what's happening inside the cells of this patient situation. Alors, juste un petit dessin. Je vais être vraiment très simple. Vous avez une cellule avec son noyau, et vous avez ici la mitochondrie. Oui. Well, just a little picture to show you what's happening in summary in the cell. You have the cell, of course, and you have the mitochondria, and you have noyau? Noyau. Non. Le noyau. Noyau, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on dit noyau. نواة بالعربي نواة الخلية نواة الخلية, the mitochondria, and what else? What I didn't see. C'est tout. Vous avez le noyau. Alors, Le noyau, la mitochondrie. On considère la mitochondrie, c'est le poumon de la cellule. We consider that the mitochondria is the lungs of the cell that helps it to C'est ici breathe. Que se font tous les processus d'oxydoréduction. La cellule reçoit de l'oxygène, elle reçoit du glucose. Au niveau de la mitochondrie, il y a des processus
oxydoréduction, c'est-à-dire que le glucose va être brûlé par l'oxygène, d'accord, et va produire de l'énergie. Well, in the cell is receiving glucoses, I think in English, and oxygen, and the mitochondria is, its task is to help the cell to produce energy. L'énergie qui est produite, d'accord, est produite sous forme de chaleur. This energy produced is heat. Est produite sous forme de chaleur. D'accord? Alors, bien évidemment, si la cellule ne reçoit de l'oxygène, mais ne reçoit pas assez de glucose. If the cell receives enough oxygen but not enough glucoses. Bien évidemment, il y a des systèmes de défense. La cellule a un système de défense. Elle va utiliser, à la place du glucose, elle va utiliser les lipides, les graisses. The cell have a defense system that it will be use it at this moment, and it will use the glucoses for synthesizing energy by using lipids inside the cell. D'accord. Et à ce moment-là, la quantité d'énergie produite est plus faible, plus basse. D'accord. Il y a moins d'énergie parce qu'elle utilise les lipides. Il y a moins de chaleur, d'accord, parce qu'il y a moins d'énergie. Et elle produit un acide qui est l'acide acétique. Well, in this case, energy and heat are less important, of course, because there's no enough oxygen, and what will be produced with heat and energy is acetic acid. Okay. Si vous jeûnez, vous ne mangez pas, d'accord. Bien évidemment, vous allez utiliser vos graisses, d'accord, à la place, et à ce moment-là, vous avez une production d'acide acétique, d'accord. It's the same situation when you fast. You don't have enough glucoses, so your cells are using your lipids, the lipids present in your body. Un diabétique qui n'a pas d'insuline, bien évidemment, c'est l'insuline qui fait rentrer le glucose dans la cellule. Comme le glucose ne peut pas rentrer dans la cellule à cause du manque d'insuline chez le diabétique se retrouve en hypoglycémie, d'accord. Bien évidemment, il va produire de l'acide acétique et on a ces diabètes acidocétosiques. Okay. It's the same, ça devient plus compliqué. It's the same situation for a diabetes patient who doesn't have enough insulin to synthesize glucoses. So he produces as in the level of the cell, but in level of body, this acetic acid. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Donc c'est ça. Donc il y a une production d'acide acétique, d'acide. Ça c'est pour le cas où il manque du glucose, mais il y a de l'oxygène. It's in the case when we have glucoses but not enough oxygen. Alors maintenant, il y a du glucose, mais il n'y a pas assez d'oxygène. The contrary situation is when you have glucoses but you don't have oxygen. D'accord. Dans ce cas-là, in this case, d'accord, le glucose, bien évidemment, va rentrer dans la cellule. Glucoses will penetrate the cell. D'accord. La cellule, dans ce cas-là, se retrouve avec ce manque d'oxygène. Elle ne peut pas brûler. D'accord. Elle va, elle aussi, utiliser les lipides. D'accord. The cell cannot function normally because of alors le manque d'oxygène. Because of shortage oxygen. Merci. Donc, elle manque d'oxygène. À ce moment-là, il y a du glucose, mais elle ne peut pas utiliser ce glucose, elle ne peut pas le brûler. Elle va essayer d'utiliser des lipides, bien évidemment, à la place, mais c'est le manque d'oxygène.
Et au lieu d'avoir de l'acide acétique, à ce moment-là, nous allons avoir de l'acide lactique. Well, in this situation, there's not acetic acid produced, but lactic acid. D'accord? Donc, s'il manque de l'oxygène, d'accord, la cellule va produire moins d'énergie parce qu'elle ne peut pas brûler le glucose, ce qui veut dire qu'elle va produire moins de chaleur, d'accord, et elle va produire de l'acide lactique. Because of the low level of oxygen or not oxygen, the cell will produce less energy, less heat, and moreover, lactic acid. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moins d'énergie, moins de chaleur, d'accord? Ça veut dire que le malade, par manque d'oxygène, va se retrouver en hypothermie. And the patient, in consequence of this, will be in a situation of hypothermia. Il se retrouve en hypothermie parce qu'il ne peut pas produire suffisamment de chaleur pour maintenir une température à 37 degrés. Et donc sa température centrale générale va chuter, d'accord, liée au fait qu'il ne peut pas produire de chaleur. Et donc il est en hypothermie. Un insuffisant respiratoire aigu qui se trouverait en plein désert, avec une température extérieure à 40 degrés, est en hypothermie. Parce qu'il n'est pas capable de produire de la chaleur. Et même si la température, il est dans le désert avec une température à 40 degrés dans le désert, il sera en hypothermie parce qu'il ne produit pas. Même pour lutter contre la température de 40 degrés autour de lui, il a besoin d'énergie, mais il ne peut pas produire de l'énergie pour combattre. D'accord? It's the same example for a person, for a patient who's suffering of respiratory failure. He cannot produce enough energy to maintain his body temperature in 37 degrees. So he's for sure in hypothermia, even if he's in a situation, for example, in desert with 40 degrees Celsius, but his body is in hypothermia situation. Si bien que le patient se retrouve par manque d'oxygène au niveau cellulaire. Il se retrouve en hypothermie et en acidose lactique. Son pH diminue parce qu'il a une acidose lactique. Si bien que si le pH sanguin diminue, s'il y a une hypothermie, pH, température, va avoir un effet sur la coagulation. Why hypothermia is here, you have the pH, the oxygen, less oxygen than the normal. The pH is enough in the body, and it results problems of coagulations. D'accord? Donc il va y avoir des troubles de la coagulation. Quel type de trouble de la coagulation? What kind of problem of coagulations? La coagulation du sang, d'accord, c'est un équilibre entre l'hypocoagulation et l'hypercoagulation. C'est un équilibre très fragile. L'équilibre est très fragile. Si bien que pour que le sang reste fluide, pour que le sang circule normalement dans tous les vaisseaux, il faut qu'il y ait un équilibre, d'accord, physiologique, pour permettre ça. S'il y a un déséquilibre physiologique, la tendance, c'est d'aller vers l'hypercoagulation. La tendance, c'est d'aller vers l'hypercoagulation, c'est-à-dire que le sang, à l'intérieur des vaisseaux, coagule. Et ça, on appelle CIVD. Voilà. Et ça, on l'appelle CIVD.
coagulation intravasculaire disséminée. D'accord? Donc, hypothermie, acidose, CIVD, voilà les conséquences du manque d'oxygène au niveau cellulaire. Peut-être de reprendre, c'est bien de reprendre peut-être en arabe. Bien. Pour tout le monde, c'est bien. Just la OK. The blood coagulation, hypothermia, and the balance in blood between hypothermia and hyperthermia, which makes the balance in blood to make. OK. Combien de temps une cellule peut être en situation de souffrance hypoxique sans qu'il y ait de conséquences au niveau de sa physiologie? Docteur, combien de temps les tissus peuvent résister à une situation d'hypoxie? Combien de temps? How much time a cell can resist and function normally with this situation of hypo. Oui, comme dans le Crush syndrome. Combien de temps? 2 heures. Hypoxia. 2 heures. Au-delà de 2 heures, les lésions sont définitives. 2 hours. On parle en aigu. En aigu. On est dans le polytrauma aigu. D'accord? C'est la souffrance cellulaire qui est secondaire justement à une situation aiguë. 2 heures. Alors maintenant, revenez à le cas que je vous ai donné tout à l'heure. On arrive. Le patient est pris en charge. Il est pris en charge par les secouristes, il est conscient, vivant, etc. Il arrive au niveau de l'hôpital. Au niveau de l'hôpital, on fait tout ce qu'il faut, etc., pour le sauver. On l'amène vers la structure qui le met en réanimation. Et il va mourir dans les semaines qui vont suivre de défaillance multiviscérale. Pourquoi? Parce que toutes les cellules de l'organisme ont souffert de la période hypoxique avec CIVD. D'accord? Et vous allez avoir une altération des cellules hépatiques, insuffisance hépatique, des cellules rénales, insuffisance rénale, oligoanurique, etc., insuffisance myocardique par le syndrome inflammatoire, on ne va pas rentrer dans ce qu'on appelle le CIRS, etc. Au niveau respiratoire, au même temps, vous allez avoir des OAP lésionnelles qui vont apparaître parce que les cellules, au niveau des pneumocytes, etc., vont être altérées. Et donc, il va apparaître une insuffisance, un OAP lésionnel, une altération lésionnelle. Et il va mourir, ce tableau digestif, avec la mort des cellules digestif et le patient ne pourra plus, aura des diarrhées profuses, etc. Il y aura translocation bactérienne, c'est-à-dire que les bactéries qui sont à l'intérieur de son tube digestif, eh bien, le péritoine ne pourra plus se défendre et ces bactéries vont passer dans la circulation générale et entraîner un phénomène septique. Et vous avez des infections à partir simplement des germes qui sont dans l'intestin. Et il va mourir dans un tableau au même temps de choc septique qui va venir se surajouter et il va mourir comme ça. D'échéance, parce que justement la cellule a beaucoup trop longtemps souffert de sa situation hypoxique. D'accord ? Pour cela, on dit dans ces situations-là, le choc septique est bien rapidement. Et si on ne fait pas vraiment les remplissages des antibiotiques et tout le bazar pendant les 2 premières heures, vraiment le malade ne va pas être bien du tout. On est d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Tout se joue au niveau de la cellule. Tout se joue au niveau cellulaire. Toutes les causes qui vont entraîner une situation hypoxique, d'accord, toutes les causes, d'accord, auront ces conséquences-là. Alors, quelles sont les causes? Quelles sont les causes? Les causes respiratoires, le trauma thoracique. Le trauma thoracique, le pneumothorax suffocant, les atteintes lésionnelles, hémorragiques du poumon, enfin tous les traumas thoraciques auront des conséquences, bien évidemment, sur la capacité ventilatoire du malade et sur ses possibilités d'oxygénation. Traumatisme de la face, éventuellement, traumatisme, etc. Tout ce qui génère une gêne dans la mécanique ventilatoire.
Avec le phosphore blanc, c'est du brûlure, évidemment. En plus, on en rajoutera là-dessus. D'accord? On est là-dessus. Au niveau, c'est aussi le problème vasculaire. Toutes les hémorragies. D'accord? La baisse de l'hémoglobine dans le sang, moins de transport, etc., amène bien évidemment les mêmes souffrances. Donc, les problèmes qui sont les problèmes hémorragiques auront des conséquences sur le transport de l'oxygène, etc. Les intoxications. Intoxication par les neurotoxiques, si on utilise éventuellement du chimique, intoxication par les fumées d'incendie, bien évidemment, intoxication par le phosphore blanc aussi, puisque vous avez là tous les phénomènes d'intoxication. D'accord? Intoxication, traumatisme thoracique, hémorragie sont susceptibles d'entraîner une baisse de l'oxygénation et entraînent un type de souffrance cellulaire. Je peux rajouter, quand on coupe à manger et à boire, on va arriver à ça aussi. Alors, quand on coupe à manger et à boire, on est plutôt dans l'acide acétique. On est dans l'acide acétique, alors, mais pas dans l'acide lactique qui est lié à l'oxygène. Est-ce que vous comprenez le processus? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous stabilisions le plus rapidement possible la situation pour essayer d'améliorer la situation métabolique cellulaire. Empêcher la dégradation. Ça veut dire qu'on va, sur le plan de l'oxygénation, il faut que nous ayons une saturation, une SPO2, saturation en oxygène, qui soit égale ou supérieure à 92. On ne va pas chercher 96, on ne va pas chercher 98 d'oxygénation. On va se contenter d'une SPO2 SPO2 supérieur ou égal à 92. Plus de 55 en pression en gaz de sang. On est autour de 60. Autour de 60. On ne va pas chercher, l'important c'est avoir le minimum suffisant pour la cellule. Si le sujet n'a pas un terrain, si ce n'est pas un insuffisant respiratoire, etc. Ce n'est pas un insuffisant cardiaque, ce n'est pas un insuffisant, etc. On prend le sujet jeune, sans pathologie, sans antécédent. Jeune. SPO2. Tension artérielle. Parce que c'est bien d'avoir de l'oxygène, mais il faut le transporter. D'accord? Donc, il nous faut une saturation, il nous faut une tension artérielle. Tension artérielle, combien? 90. Non. Plus que 8. 8. 8. On est supérieur ou égal à 80 de pression artérielle systolique. On est dans l'hypotension permissive. C'est le concept aujourd'hui. Hypotension permissive. Ne pas monter trop la tension artérielle, parce que c'est le risque de faire saigner et d'aggraver l'hémorragie. Une tension artérielle suffisante pour permettre justement la perfusion cellulaire. Ça, ce sont, vous voyez, lutter contre l'hypothermie. Comment lutter contre l'hypothermie? D'abord, justement, réchauffer le malade, éviter surtout de le découvrir, comme c'est souvent le cas quand il arrive à l'hôpital, où on coupe les habits, patati, etc. On oublie de le couvrir, le chirurgien arrive, le réanimateur arrive, et hop, je t'enlève le truc, etc. On le perfuse avec des solutés qui sont froids. Parce que même si vous prenez un soluté à 26 ou à 27 degrés, la température centrale est de 37. Si vous passez du Ringer, si vous passez du cristalloïde, si vous passez beaucoup, vous refroidissez votre malade. D'accord? Alors, il nous faut lutter contre l'hypothermie. Bien évidemment, la lutte contre l'acide lactique, elle passe par l'oxygénation et cela.
C'est par là que vous luttez contre l'acidose. Contre l'hypothermie, il faut réchauffer le malade, si possible, réchauffer les perfusions, etc. Éviter qu'ils se refroidissent, bien évidemment. Et après, il faut lutter contre les troubles de la coagulation. Alors, c'est en rétablissant justement une oxygénation correcte, suffisante, en ayant une tension artérielle suffisante, en luttant contre l'hypothermie, c'est bien. Mais aujourd'hui, on introduit un autre produit qui est l'hexacyle, l'acide tranexamique, qui est un fibrinolytique, d'accord? Et dans les états de choc hémorragique, dans les 2 premières heures, on fait 2 grammes d'hexacyle. Acide tranexamique, fibrinolytique, là. Au même temps, c'est un antifibrinolytique. Antifibrinolytique qu'il faut passer le plus rapidement possible. Et en même temps, il faut passer des produits de la coagulation. Il faut passer du plasma, si on a, des globules rouges pour améliorer le transport, etc., qui sont autant d'éléments qui vont permettre justement de rétablir une situation de coagulation correcte. Éviter de remplir le malade avec de l'eau, du sérum physiologique. Éviter. Pas plus de 1 litre. Il vaut mieux à ce moment-là utiliser les vasopresseurs, utiliser la noradrénaline, mais pas de liquide. Pas de liquide. Il ne faut pas remplir. Maximum 1 litre. Après, noradrénaline. Pour obtenir une tension à 8. C'est quoi une tension à 8? C'est juste avoir le pouls radial. C'est tout ce que vous allez chercher à avoir, c'est-à-dire un pouls radial. Et c'est tout. Alors, bien évidemment, à Gaza, avoir du sang, ça va poser des problèmes. Du plasma, bien évidemment. Avoir des plaquettes, ça va poser des problèmes. Avoir des globules rouges, ça va poser des problèmes. Alors, bien évidemment, c'est le sang frais. Parce que les gens sont volontaires pour donner leur sang. Et bien évidemment, c'est bien d'avoir du sang frais. D'accord? Parce que vous apportez tout en même temps. À quelle étape de la prise en charge, les tris ou les stabilisations ou le traitement, on fait tout ça? Le plus tôt possible. Au niveau de la stabilisation. Oui, dès qu'il arrive à l'hôpital pour de stabilisation, devant un état de polytrauma avec état de choc, etc., détresse respiratoire, il faut commencer à mettre en œuvre ça. Si on veut se donner une chance de le sortir. Comment? On aura toutes les conséquences après. On aura toutes les conséquences. It will be difficult to say everything, but I will ask him at every step. He's talking one more about this multivisceral failure, which is very important of patients that are not being treated well, and that knows failures in different levels, heart failures, respiratory failures, because of traumatism, chest traumatism, respiratory traumatism of their lungs, hemorrhagia, intoxications, and all this can cause a real multivisceral failure to these patients. So what the doctors have to do in this stage is to maintain the minimum of vital capacities of the patient to stabilize him. So SpO2, I don't know if it's the same thing in English. The level of oxygen in the blood, SpO2, the same thing? Yeah. The same. Yeah, the same. saturation, Yeah. blood saturation, oxygen in blood, equal or more than 92. We're not looking for more, but just 92 is enough. And this is an example, of course, of a young patient without comorbidities, other problems. The blood pressure also
equal or more than systolic, than 80 systolic one. We don't try to increase blood pressure to avoid hemorrhagia. To avoid also everything which can cause an hypothermia, to have reflexes, for example, to cover the patient and keep him covered, to don't lose heat, the body heat, and keep 37-degree temperature of his body, to avoid trouble coagulations of the blood. Also, and he proposed to treat as soon as possible in this situation with antifibrinolytic, the same word I think in English, antifibrinolytic. Yeah. La molécule, c'est ça? L'hexacil, the molecule is en français, oui, c'est le terme, mais ouais. L'acide tranexamique, c'est le produit le commercial. Oui. D'accord. Yeah. C'est ça. Non, c'est pas l'acide acétylsalicylique, c'est l'aspirine, ça. Non, ça c'est l'aspirine. Non, parce que c'est ce qu'il vient de dire. Non. Acide tranexamique. Tranexamique acide. Tranexamique. Acide. So treatment with antifibrinolytic, giving the patient plasma as possible, to avoid perfusions with liquids, no liquids, and if it's really necessary, not more than 1 liter for the patient. And then the second step is to give him noradrenaline to keep this blood pressure at 8 or more and not less. إذا نسيت شيء قولوا لي إياه بالفرنسي برجع قولوا لي بالإنجليزي. Oui. Dans la mesure où on est dans une situation d'état de choc hémorragique, on est sûr que c'est hémorragique, oui. Ah, c'est plus embêtant de faire avec suspicion. On est là dans le contexte, si nous nous fixons à la guerre, on est dans le contexte traumatique, etc. Oui, on est dans le contexte traumatique. Là, j'ai évoqué 2 grands concepts. J'ai parlé d'hypotension permissive, c'est-à-dire j'accepte une tension à 80, d'accord? Et j'ai dit autre chose, et le deuxième concept, c'est Slow Fluid Challenge. Slow Fluid Challenge. Ça veut dire Slow Fluid Challenge. Slow Fluid Challenge. Ça veut dire quoi? Le remplissage limité. Maximum 1 litre. Que du NaCl. Pas d'autres molécules. Que du NaCl. Bien sûr, hémodilution, hypothermie, etc. Et l'hémodilution va entraîner, comme il y a une hémorragie, il y a eu perte des facteurs de la coagulation. Donc le sang peut moins bien coaguler, d'accord? Et du même coup, si vous passez de l'eau, vous créez une hémodilution et vous diluez les facteurs de la coagulation et vous aggravez l'hémorragie. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut rapporter rapidement du plasma pour apporter des facteurs de la coagulation. La transfusion, il est conseillé si on a l'hémoglobine qui est autour de 8. Oui, ça suffit. On peut laisser à 8 grammes d'hémoglobine, bien sûr. Bien sûr, on peut même descendre en dessous jusqu'à 6. Ce n'est pas grave. Mais on a par contre besoin de plasma, c'est-à-dire qu'il faut des facteurs de la coagulation pour lutter contre la coagulation et la CIVD. Oui. D'accord? Donc, 2 concepts, d'accord, qui sont importants. Le concept de hypotension permissive et le concept de Slow Fluid Challenge. Ça, c'est vraiment très important. Et lutter contre les conséquences, et ça, c'est la triade qui tue
Et si elle ne tue pas de suite, elle tue plus tard. La triade qui tue, c'est hypothermie, acidose lactique, CIVD. D'accord? Parce que jusqu'à présent, on se contente souvent de « bon, il est vivant, j'ai un pouls, j'ai une tension, etc. » Mais après, on aura travaillé pour rien. Ils vont occuper des lits de réanimation, ils vont mourir dans les 3 semaines, dans un tableau de choc septique, par translocation bactérienne. Le tube digestif, les cellules du tube digestif et du péritoine ne sont plus capables de défendre, les germes vont passer, et ça arrive très très vite. D'ailleurs, un patient en état de choc, il a immédiatement de la diarrhée. C'est dire qu'il y a une rupture de ses défenses au niveau de sa barrière, et c'est pour ça qu'on met des antibiotiques type l'Augmentin, pour lutter justement contre le risque de choc septique devant un traumatisme grave. Tendance à couvrir par une antibiothérapie pour éviter le choc septique secondaire à l'hypotension. Le fait de faire des gaz du sang avec l'acide, avec les lactates, aux urgences, dans les 12 heures, c'est Bien sûr, parce que ça donne le niveau de souffrance cellulaire. L'acide lactique est bien le révélateur de la souffrance cellulaire. Si vous avez la possibilité de faire des gaz du sang, et si vous avez déjà une acidose lactique, ça vous signifie le degré. Et s'il y a une acidose avec un pH qui est bas, etc., ça vous signifie le retard que vous avez à l'oxygénation de ce patient et à l'hypotension. D'emblée, l'arrivée de style. Alors, n'espérez pas les faire à Gaza, les gaz du sang, d'accord? Contentez-vous de la saturation au doigt, d'accord? D'essayer d'améliorer ces conditions d'oxygénation. Vous n'aurez peut-être pas assez d'oxygène, vous n'aurez pas d'oxygène. Il faudra vous contenter surtout de supprimer tout ce qui est une gêne à la ventilation de ce patient, la douleur thoracique. Et chaque fois qu'il veut respirer, il ne peut pas, il est bloqué par sa douleur. Calmez le patient, d'accord? Ça va lui permettre de mieux respirer. Et on peut très bien avoir des fractures de côte multiples, d'accord? Et il vaut mieux mettre de la morphine, parce que tant qu'il aura ces fractures de côte et qu'il aura mal, il ne pourra pas respirer. Si vous lui faites de la morphine, d'accord, dans cette situation-là, Dépresseur respiratoire. il pourra, c'est pas à ce niveau-là, et compte tenu de la douleur, ça n'a pas d'effet dépresseur respiratoire, donc vous pouvez y aller au moins jusqu'à une douleur autour de 3. C'est-à-dire, mais utilisez. Si je peux me permettre, juste, c'est le réflexe de la kiné respiratoire de libérer aussi le diaphragme. Bien sûr. Parce que souvent les patients sont très mal installés, la pompe diaphragmatique devrait C'est ça. fonctionner en pompe, elle est diminuée, et la course du diaphragme est diminuée. Absolument. Donc, tout la ce qui lipolyse génère, volume, effectivement, tout ce qui génère... S'il y a le stress, on a une Bien respiration superficielle Tout à en fait. plus, donc c'est très important. Le drainage thoracique, éventuellement, si c'est nécessaire, à mettre en place un drain s'il y a un pneumothorax, voilà, ou un hémothorax, si il le nécessite, si c'est un comblement, un peu de sang au fond des alvéoles, ce n'est pas la peine. C'est le fait, s'il y a un trauma thoracique, c'est bien de le faire. Attention à l'intubation. Pourquoi? Parce que si vous intubez quelqu'un, il faudra l'endormir. Si vous l'endormissez, vous alourdissez sa prise en charge. Il faudra des infirmiers, il faudra surveiller, il faudra le ventiler, il faudra, etc. Donc non, pas systématique l'intubation. S'il arrive à respirer, aidez tous les petits moyens, c'est ce que vous disiez à l'intérieur, tous les petits moyens de la kiné, etc., pour essayer de l'aider à respirer, prenons en charge surtout la douleur. Surtout la douleur, calmez la douleur dans des protocoles plutôt que voilà, pour l'aider à respirer correctement, etc. Bien évidemment, pour l'oxygénation, la tension artérielle, je l'ai dit, on ne remplit pas beaucoup, on met à 8. S'il faut faire un acte chirurgical de stabilisation, damage contrôle chirurgical, on confie au chirurgien pour qu'il justement fasse une hémostase d'urgence et de secours, etc. Au chirurgien vasculaire. Combien de temps à peu près entre découverte de hypothermie et acide lactique et l'installation de CIVD? Elle est immédiate, très rapide. Dès lors que vous êtes dans une situation, le sang, la tendance du sang, c'est d'aller vers l'hypercoagulation. Il n'y a pas de symptômes cliniques pour le... Non. Alors, je vous ai dit, on a bien dit, coagulation intravasculaire disséminée. Alors, qu'est-ce qui se passe?
si c'est disséminé et intravasculaire. Où est-ce que ça va coaguler le plus rapidement possible? Dans les capillaires. Et les capillaires, ils perfusent quoi? Et les capillaires, ils perfusent quoi? Pas que les alvéoles. Les capillaires, ils perfusent quoi? Les tissus. Et les tissus, c'est les cellules. Donc, si vous avez déjà une situation hypoxique cellulaire, et si vous avez une CIVD qui apparaît, c'est-à-dire une coagulation dans les capillaires, eh bien, vous rentrez dans le processus. C'est-à-dire que les cellules de l'organisme, au niveau hépatique, au niveau alvéolaire, comme vous le disiez, etc., ben, tout ça, les capillaires sont bouchés, l'oxygène ne peut plus y aller. C'est pour ça que vous rentrez dans un cercle vicieux. Et il faut le rompre très vite, le cercle vicieux, parce qu'une fois que la coagulation est faite au niveau là, alors c'est fichu. Il y a des pourcentages entre hypothermie et acide lactique directement le CIVD ou... Oui, ça va immédiatement. C'est vraiment une triade qui s'installe au même temps. Hypotension, acidose lactique et CIVD s'installent pratiquement en même temps. Plus vous durez dans le temps, etc., plus là. On est vraiment dans la notion dès la prise en charge. Le délai entre la prise en charge de la personne et l'apparition de l'hypotension de l'acide lactique, c'est 2 heures peut-être? Ah non, 2 heures, c'est le fait que vous ne récupérez plus les lésions au niveau cellulaire. La souffrance cellulaire, elle est installée là maintenant. Donc ces défaillances, elles apparaissent au bout de combien de temps? Elles sont immédiates. La cellule, elle a besoin de fonctionner. Vous êtes en plus en situation d'état de stress. Le métabolisme augmente par le développement de l'adrénaline, du cortisol de l'individu. Il a tendance à vouloir lutter contre la souffrance, etc. Vous voyez que ça entraîne une vasoconstriction, ça entraîne une souffrance au niveau des cellulaires, et la souffrance cellulaire entraîne un syndrome qui est le syndrome inflammatoire. Alors, qui a entendu parler du syndrome inflammatoire? C'est le CIRS. Syndrome inflammatoire réactif non spécifique. Et lui fait rentrer dans tout ça. Non, lui fait rentrer dans tout ça. C'est le CIRS. Ce que ça va déclencher, le CIRS, avec apparition de peroxyde, c'est-à-dire de O3, d'accord? C'est-à-dire des substances hyperoxydes qui vont détruire la cellule. Et les membranes cellulaires. Alors, c'est vraiment... Le syndrome inflammatoire, il est là pour nous protéger, mais quand il dure, il se retourne contre nous. Alors, je n'ai pas voulu rentrer dans le syndrome inflammatoire et le processus avec l'ensemble des médiateurs, des neurotransmetteurs, etc., parce que vous avez un médiateur qui inhibe le myocarde. Au début, vous avez un cœur qui va essayer de lutter, hypertension, tachycardie, etc. Et quand le syndrome inflammatoire s'installe, il y a des médiateurs qui sont des médiateurs qui vont inhiber le myocarde et on passe d'un choc, voilà, hyperactif à un choc au contraire, d'accord, au niveau cardiogénique, avec de baisse des résistances périphériques, etc., qui aggrave l'état de choc. On rentre dans tout un processus qui explique la défaillance générale après. Hyperkinétique, on passe à hypokinétique. Hyperkinétique au départ, parce qu'il y a adrénaline, cortisol, etc. Après, il y a les réactions inflammatoires qui entraînent une inhibition du myocarde et on passe dans le choc hypokinétique. I will try to. There are a lot of notions at the same time, so maybe I can ask you to give me the notions at the same time in Arabic or French to translate them then in English. One notion that I noted is two concepts, interesting concepts, are hyperpermissive hypertension, hypotension, sorry. And the second notion is the slow fluid challenge that you were explaining.
And the three major problems that you can have in this case of patients is, and to avoid absolutely, is the lactic acidose, hypothermia, and DVIC. CIVD, DVIC. Okay. So these are the main things to avoid absolutely in this case of patients. So to avoid that, the same notion of hemodilution, to be careful about it, maximum of perfusion of liquids to the patients is 1 liter, that he said before, in ACL, to avoid hemorrhagia and problem next of coagulations. This is the first notion. And then to avoid also intubation as possible, as you can, as the patient is breathing by his own normally or quasi-normally, and to put him in situation when he can breathe in the best situation, to make him sit if possible, free areas, his diaphragm to work well also, and face the suffering of this patient. Another notion is the inflammatory, non-specific inflammatory syndrome, CIRC in English, in French, so in English, the same thing? Yeah, mais l'abréviation, donc inflammatory, non-specific syndrome inflammatory. Non-specific inflammatory syndrome, sorry. That can at least cause distractions of cells when it's long in the time, and it can cause also a myocardial failure. Another notions, maybe? Qu'est-ce qu'il y avait comme autre notion? Il est impossible de déterminer. Je pense qu'il faut considérer que c'est à partir de la prise en charge et de voir la situation au moment de la prise en charge. Il est difficile d'essayer d'extrapoler, d'accord, sur est-ce que c'était il y a 1 heure, il y a 2 heures, etc. Je pense qu'il faut se donner. Alors bien sûr, la biologie va aider. J'ai dit en particulier les gaz du sang, l'acidose lactique, la température. Quand il arrive et qu'il est déjà à 34 degrés, l'état de choc quand il arrive et qu'il est à 4 de tension ou à 5 de tension, l'hémoglobine, quand il est à plus que 5 grammes d'hémoglobine, etc. Ce sont les éléments biologiques qui vont déterminer le degré de gravité. Et il faut s'appuyer sur les éléments biologiques, si vous pouvez les avoir. Ce qui n'est pas évident. En Syrie, durant toutes ces 10 années, je n'ai jamais réussi à avoir des gaz du sang. Il y avait des kits, mais les quelques kits qu'ils avaient, c'était très vite. Donc vraiment, il n'y a que la clinique. Après, on voit très bien, le malade se met en insuffisance rénale, les urines sont foncées, il ne pisse pas, etc. Vous le remplissez, il gonfle. Et après, il y a tout ça, quoi. L'hypothermie, on ne la corrige pas. L'hypotension, on n'arrive pas à la remonter parce qu'il y a une bradycardie, il y a déjà une insuffisance cardiaque qui apparaît, etc. Après, le réanimateur, il vous dira quoi. Malheureusement. Malheureusement. Your colleague is asking about to determine the hour in which the traumatism was caused. And Professor Pitt is answering by saying that it's quasi impossible. It's difficult to say exactly when it begins, but to
to focus of the clinic, to see the patient, how he is, if there is a hemorrhagia, how much time, the blood pressure, if it's very, very low, SpO2, if it's very low, it means that there's a hemorrhagia that it was long, the time that he was picked up and brought to the hospital. Et je pense que c'est la situation au moment où vous le prenez en compte, quand il arrive, de vous donner là et de voir un peu l'évolution. Voilà. Si vous n'arrivez pas du tout à le stabiliser, si vous voyez que, etc., c'est l'évolution qui va vous guider. So you just have to focus on the moment when you had him to treat him, and not mention any other les troubles de la conscience, conscience troubles, qui déterminent un peu un bilan. Mais on va revenir tout là-dessus. Je voulais simplement refixer la physiologie et la physiopathologie du polytraumatisme. D'accord. Alors, bien évidemment, la rhabdomyolyse rajoute au tableau parce que vous avez une libération en même temps de myoglobine qui vient là-dessus et qui vient bloquer avec l'hyperkaliémie, l'acidose, etc., qui est liée à la souffrance cellulaire des muscles. Et si le patient a un écrasement des membres, sans autre lésion que l'écrasement des membres, c'est-à-dire que sur le plan abdominal, il n'a rien, sur le plan thoracique, il n'a rien. Et tant que vous ne levez pas, d'accord, lui, il est stable. D'accord, une tension, etc., il est stable. C'est au moment où vous levez qu'il voit remonter vers lui à la fois l'acide lactique, bien sûr, parce que les membres ont été, les cellules musculaires ont été, la destruction cellulaire avec la rhabdomyolyse, bien évidemment, le potassium et l'hyperkaliémie, aggravés par l'acidose au même temps, et vous allez avoir tout le tableau qui va s'enchaîner, l'insuffisance rénale, etc., et tout le reste. Si vous avez un patient qui a déjà, en plus de l'écrasement, il a un trauma thoracique, d'accord, il a du mal à respirer, il est resté sous les décombres, avec un traumatisme, ou éventuellement un traumatisme abdominal avec hémorragie, qui, tant qu'elle était comprimée, l'hémorragie était comprimée par les trucs, en même temps, vous allez tout enlever. Il va aggraver son hémorragie digestive. Et si en plus vous lui enlevez ça, alors vous le condamnez. Et d'habitude, la réaction, c'est on met des carreaux et après on réfléchit. D'accord? Quand on ne sait pas combien de temps il est resté sous les décombres, on met des carreaux. Et après, on réfléchit, on l'examine, le ventre, patati, le thorax, on voit comment il est, et on commence à anticiper sur la levée du carreau des membres. Mais ça, on va l'aborder. Si vous voulez, on va aborder ça. Moi, je pense qu'on a faim, non? Parce que là, on a de l'oxygène, mais on n'a pas de glucose. Normalement, on est en lien avec la personne qui devrait venir. Normalement, oui. C'est un petit peu avant 13h. Je vais voir quand même. C'est pour ça que j'ai appelé tout à l'heure, j'espère. Ça va, vous nous dites. Est-ce que ça correspond à ce que vous vouliez? Vous attendiez qu'on discute? Ça va? La personne. Ah si, c'est là. C'est là, c'est prêt. On va aborder le deuxième aspect, là, qui est l'algorithme d'examen du patient. Je vais vous donner une méthodologie pour examiner dans ces situations des malades. Je vais vous donner une méthodologie. D'accord? Et à partir de la méthodologie, on sera en mesure de trier. D'accord? Là, on a vu l'organisation générale, le concept du damage control et du traumatisme. D'accord? Maintenant, on voit la partie qui est le blessé qui arrive, comment je l'examine. D'accord? Comment je le trie. Demain après-midi, j'ai demandé au docteur Pierre Catoire, il y a aujourd'hui un outil qui est devenu fondamental dans le triage. Fondamental dans le triage,
qui est l'échographe. L'échographe ultra portable, d'accord? Demain après-midi, vous aurez Pierre Gatoire qui, pendant 3 heures, va vous montrer comment utiliser un échographe ultra portable pour faire ce qu'on appelle la fast échographie, qui vous permet en 3 minutes de savoir ce qu'il y a dans le thorax, qu'est-ce qu'il y a autour du cœur, il y a du sang, il n'y a pas de sang, etc. Au niveau abdominal, est-ce qu'il y a une hémorragie digestive ou pas d'hémorragie digestive? En 3 minutes, d'accord, vous pouvez savoir ce qui se passe et vous pouvez donc trier avec plus d'efficacité, sans avoir besoin du scanner, sans avoir de l'imagerie, etc. Les échographes ultraportables, c'est plus petit que la bouteille. Il faut le mettre, bien sûr, il faut le recharger. Et vous avez 2 sondes, une sonde profonde et une sonde superficielle. Il tient dans votre main l'échographe, et vous passez, et vous utilisez votre téléphone portable comme écran. C'est 4600. Entre 2600 et 4600, ça dépend des produits. Si c'est chinois, c'est 2600. Si c'est américain, c'est 4600. Demain, vous aurez General Electric américain. C'est certainement le meilleur sur le marché. Et je disais à Mohamed, ce serait bien qu'on puisse en amener là-bas. De voir un peu comment... Ce serait bien d'en amener. Parce que ça devient un outil indispensable. Je suis même persuadé que dans 10 ans, aucun médecin ne sortira d'une faculté de médecine sans avoir son échographe dans la poche, parce que ça devient le stéthoscope. Ils ont commencé déjà là maintenant. C'est clair. En France pour intégrer des c'est clair. aux urgences. Mais bien sûr, c'est évident. Non, mais l'échographe. Avec l'échographe, mais celui-là, le médecin généraliste demain, etc., il aura son échographe. Le malade vient, il dit, avec le téléphone, ouais. Il peut avoir un petit écran éventuellement, il peut mettre un truc, mais il peut faire ça avec un iPad. Il se met l'iPad à côté, le cabinet du médecin généraliste demain va fonctionner avec ça. Le malade, il vient, et le docteur, je tousse, j'ai mal quand je tousse, il lui donne un coup d'écho, il dit, oh ben, c'est normal, vous avez un petit épanchement réactionnel à votre infection, et ok, je vous mets sous antibiotiques. Il ne va pas l'envoyer faire une radio. J'ai mal au ventre, docteur, j'ai une douleur, peut-être, il fait un petit coup, oui, ben, vous avez un calcul, je vous envoie chez le chirurgien. Et quand il y aura l'intelligence artificielle, on n'aura même pas besoin d'apprendre. On n'aura même pas besoin d'apprendre. C'est l'appareil qui vous dira ce qu'il faut faire. Oui. Oui. Alors, on va continuer. On a un peu de retard pour ce qu'on avait prévu, donc on va continuer. Ce qui nous permettra de monter les ateliers cet après-midi, mais vous êtes médecin, j'avais prévu atelier ventilatoire, atelier circulatoire, atelier conditionnement, voilà, qui sont les ateliers de prise en charge, d'organisation, etc., pour faire. Et on fera, si on a le temps après, des cas cliniques. Des cas cliniques. En reprenant des cas cliniques, bien évidemment, traumatiques de guerre, etc. Voilà. Et demain, on fera l'arrêt cardiaque, quand même, on reprendra l'entraînement, on reprendra les mises en situation, on a le mannequin, c'est-à-dire vous ferez avec le sac d'urgence, comme si vous étiez là-bas, on fera des mises en situation. L'après-midi, il y aura le temps de l'échographie, pour ceux qui veulent s'entraîner, voir comment ça s'utilise, etc. Voilà, et on finira après par questions-réponses. Voilà le programme que nous vous avons, mais 48 heures, c'est court. 3 jours, ça aurait été bien. 48 heures, c'est court, mais en fait, vous avez une idée générale. Voilà. On aura peut-être à parler un peu de votre propre sécurité dans la situation. D'accord? Il n'y a pas lieu de se mettre en danger. D'accord? C'est important. Oui, oui. Oui. Votre propre sécurité. Pour le matériel, etc.
pensez toujours à avoir sur vous un téléphone portable chargé. Avec batterie. Pensez toujours, parce que si vous êtes sous les décombres, on arrivera à vous trouver. S'il y a une explosion et que vous retrouvez, d'accord, il vaut mieux avoir un téléphone portable chargé pour qu'on puisse vous retrouver et vous donner votre numéro de téléphone à quelqu'un, d'accord, qui vous appelle. D'accord? Pour que vous puissiez dire je suis vivant mais je suis en dessous. D'accord? Pour la prise en charge initiale sur la place avant de transférer la patient à l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire pour ben, justement, c'est améliorer la ventilation du patient. Il y a la possibilité de mettre une perfusion déjà dès le départ. Voilà. On en reparlera de toute façon. On va revoir ces aspects à chaque niveau, secouriste, etc., de ce qui est possible de faire, de participer.